Dans cette pièce sombre et froide, où le seul bruit qui rompait le silence était la respiration faible et irrégulière d'Elisabeth, la situation devenait de plus en plus désespérée. Elisabeth, déjà dans ses derniers instants, savait qu'elle avait besoin d'une aide médicale urgente. De sa voix faible, tremblante et de plus en plus distante, elle appela son fils, Nicolas, qui était assis les bras croisés dans le coin opposé de la pièce. « Nicolas, s'il te plaît, j'ai besoin d'une ambulance, je vais très mal », murmure-t-elle avec difficulté, s'efforçant de faire entendre chaque mot. Nicolas, le regard vide et désintéressé, leva à peine les yeux pour faire face à sa mère. La rancœur entre eux n'était pas nouvelle, des années de désaccord et de déception avaient creusé un gouffre. D'un air froid, il répondit sèchement. « Maman, tu fais toujours un drame, c'est juste un mauvais pressentiment, ça va passer, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un. » La faiblesse d'Elisabeth l'empêche d'insister, mais la douleur dans ses yeux est évidente, elle sait que la fin est proche, et l'indifférence de son fils unique ne fait qu'ajouter au poids de son angoisse. Elisabeth tente de parler encore, une dernière fois. « Nicolas, ne sois pas si dur, j'ai vraiment besoin d'aide, » balbutie-t-elle, la voix à peine capable de former les mots. Nicolas regarde sa mère, le visage marqué par l'impatience. « Je te l'ai dit maman, ce n'est rien, tu as toujours été comme ça, à vouloir de l'attention, pas aujourd'hui, j'en ai marre de ton numéro. » Les mots tranchants de Nicolas furent les derniers qu'Elisabeth entendit. Son cœur était lourd, non seulement de la peur d'une mort imminente, mais de la douleur de voir son fils si loin, si froid. La solitude du moment était palpable, et tandis que sa respiration devenait de plus en plus superficielle, l'obscurité de la pièce semblait consumer tout espoir restant. Ces murs, témoins silencieux de l'abandon et du désespoir d'une mère, garderaient à jamais l'histoire d'un fils qui a refusé le dernier appel à l'aide de la femme qui lui a donné la vie. Après la mort d'Elisabeth, Nicolas, encore sous le choc, se retrouve devant l'avocat de la famille, un homme d'âge mûr au visage grave et au regard observateur. Assis dans une pièce austère, où de gros livres juridiques sont empilés sur les étagères, Nicolas attend la lecture du testament, espérant que sa mère lui a légué sa modeste maison et ses économies. L'avocat, avec un soupir prémonitoire, commence à lire le document, sa voix résonnant de formalité. « Moi, Elisabeth, je déclare que mon testament exclut mon fils Nicolas Alves de tout héritage direct. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais en conséquence directe de ses actions et de ses choix. À la place, je laisse la majeure partie de mon héritage à l'association caritative locale, pour l'aide aux personnes en situation d'urgence médicale. » Nicolas pâlit, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité et il interrompt l'avocat. « Ça doit être une erreur. Ma mère ne m'aurait jamais fait ça, nous avons eu nos problèmes, mais... » « Monsieur Alves, » intervient l'avocat avec un calme impénétrable, « il n'y a pas d'erreur, votre mère a été très claire dans ses instructions et ses raisons, elle a exprimé sa profonde déception et son inquiétude face à votre refus de l'aider quand elle en avait besoin. Cette clause était une réponse directe à votre comportement. » La colère commença à monter en Nicolas, ses mains tremblaient alors qu'il essayait d'assimiler la nouvelle, il se leva brusquement, frappant ses mains sur la table. « C'est ridicule. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu juger nos vies entières sur la base d'un seul instant ?» L'avocat, gardant son calme, répond. « Nicolas, chaque décision testamentaire est le reflet final d'une vie, pas seulement d'un moment. Ta mère a estimé que c'était la meilleure façon d'exprimer ses dernières volontés. » L'impact du testament de sa mère ne l'avait pas seulement exclu financièrement, mais avait également servi de miroir dévastateur de ses échecs personnels, le laissant avec un mélange torturant de colère, de confusion et de réflexion profonde sur les conséquences de ses actes. Après la rencontre explosive avec l'avocat, Nicolas se retrouve isolé dans son salon, le visage éclairé par le faible crépitement de la cheminée. La révélation du testament de sa mère résonne dans son esprit, alimentant un volcan d'émotions sur le point d'exploser. En se déplaçant avec agitation dans la pièce, il commença à verbaliser sa fureur, se parlant à lui-même dans un monologue plein d'amertume. « Comment a-t-elle pu me faire ça? Après tout, j'étais son fils unique, s'exclame-t-il en jetant les vieilles photos sur la table, comme s'il cherchait un visage accusateur pour y répondre. Eva, son amie de longue date, arrivée à l'improviste, entend ces paroles et décide d'intervenir, d'une voix douce mais ferme. « Nicolas, c'est juste pour l'argent? Ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas été là quand elle avait le plus besoin de toi?
Nicolas se retourna brusquement, surpris et irrité par cette interruption. Eva, tu ne comprends pas. Elle m'a exclu de tout. Comment veux-tu que je réagisse? Eva, s'approchant prudemment, tente d'éclaircir la situation. Je sais que ça fait mal, mais c'est peut-être le moment de réfléchir, tu ne crois pas? Ta mère a fait un choix radical, oui, mais qu'en est-il de toi? Tes actes ont été drastiques aussi, Nicolas. Nicolas s'enfonça dans le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Après un long silence, sa voix sortit dans un grondement sourd. Je n'ai jamais pensé qu'elle le prendrait autant au sérieux, j'ai cru qu'elle jouait la comédie. Eva s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Parfois, Nicolas, nous ne réalisons pas le poids de nos actes avant d'être confrontés à leurs conséquences, ta mère s'est sentie seule, et c'est une chose difficile à affronter. La conversation avec Eva a permis à Nicolas de faire face à ses émotions d'une manière inattendue. Bien que toujours animé par la colère, il a commencé à réaliser que cette colère était aussi le miroir de sa culpabilité et de sa douleur non résolue. C'était un premier pas douloureux mais nécessaire pour comprendre l'impact de ses propres actions et ce qu'il avait réellement perdu. Dans les jours qui ont suivi la révélation du testament, Nicolas a passé beaucoup de temps seul, plongé dans ses pensées. Les mots durs de sa mère, consignés sur papier, ont résonné dans son esprit, lui faisant prendre douloureusement conscience de ses échecs. Il a commencé à réaliser que la colère initiale faisait place à une profonde réflexion sur sa vie et ses valeurs. En quête de clarté, Nicolas a décidé de revisiter les lieux que sa mère et lui avaient l'habitude de fréquenter ensemble, cherchant à comprendre et à renouer avec les souvenirs d'une époque plus heureuse. Elle a toujours aimé cet endroit, elle disait que les plantes nous apprennent le renouveau et la croissance, peut-être que je dois apprendre cela aussi. À chaque pas, à chaque feuille qu'il observait, il commençait à intérioriser les métaphores de la croissance et du changement que sa mère appréciait tant. Les paroles de sa mère dans son testament, aussi dures soient-elles, commençaient à devenir une ultime leçon de responsabilité et de maturité. Cet après-midi-là, assis sur un banc à l'ombre d'un grand arbre, Nicolas sort un vieux carnet de sa poche et commence à écrire une lettre à sa mère, sans s'attendre à une réponse, mais comme un moyen d'exprimer ses sentiments. Chère maman, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre les leçons que tu as essayé de m'enseigner pendant que tu étais ici, je me suis éloignée quand tu avais le plus besoin de moi, et pour cela, je ressens une culpabilité qui me consume. Je commence à voir comment mes choix ont affecté non seulement notre relation mais aussi moi-même, j'espère trouver un chemin qui me conduira à la rédemption, tout comme les plantes de ce jardin trouvent des moyens de fleurir chaque année au printemps. À travers ce parcours personnel de reconnaissance de ses fautes et de ses regrets, Nicolas a commencé à comprendre l'ampleur des décisions de sa mère. À chaque mot qu'il écrivait, il se sentait plus léger, comme si chaque phrase contribuait à reconstruire le pont entre lui et la mémoire de sa mère. C'était un processus lent et souvent douloureux, mais nécessaire pour qu'il puisse commencer à guérir les blessures ouvertes par des années de malentendus et d'inadéquations. Au cours des mois suivants, Nicolas s'est consacré intensément à son voyage de connaissance de soi et de réconciliation avec le passé. La thérapie est devenue une partie intégrante de sa vie, l'aidant à démêler des couches de ressentiment et à mieux comprendre ses propres motivations et échecs. La réalisation que l'issue du testament de sa mère n'était pas seulement une punition, mais un ultime effort pour lui apprendre quelque chose, a commencé à prendre tout son sens. Inspiré par ces séances de thérapie, Nicolas a décidé de lancer un projet en l'honneur de la mémoire de sa mère. Avec l'argent qu'il avait économisé, il a créé un fonds destiné à aider les personnes confrontées à des urgences médicales qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, à l'image de la situation à laquelle sa mère avait été confrontée. Nicolas a discuté de ce projet avec son thérapeute lors d'une séance. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de transformer cette douleur en quelque chose de positif. Ma mère aimait aider les gens, et ça me semble être une façon de perpétuer son héritage. Le thérapeute, un homme à la voix calme et aux gestes réfléchis, a hoché la tête d'un air approbateur. Nicolas, c'est une façon très puissante d'honorer votre mère, en même temps, de vous confronter à vos propres échecs et d'en tirer profit. Vous apprenez à transformer la culpabilité en action, ce qui est une étape importante de la guérison. Excité et motivé par ce nouvel objectif, Nicolas a travaillé dur sur le projet, organisant des événements de collecte de fonds et sensibilisant la communauté à l'importance d'un accès rapide aux services médicaux d'urgence. Lors d'une de ces manifestations,
Alors qu'il observait la communauté se rassembler pour soutenir la cause, il a discuté avec un bénévole et lui a fait part de ses sentiments. En voyant tout cela, en sachant que d'une certaine manière nous aidons quelqu'un en crise, j'ai l'impression de faire enfin quelque chose de bien, c'est comme si je me réconciliais avec ma mère. Le bénévole, partageant l'enthousiasme de Nicolas, lui a répondu. Vous transformez votre histoire en espoir pour beaucoup, c'est quelque chose de très beau et de très puissant. La rédemption qu'il recherchait se manifestait non seulement dans ses actions, mais aussi dans la transformation de sa propre vision du monde et de ses relations. Il savait que la route était longue, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait sur le bon chemin.